Bon, ben, écoutez, on va commencer. Bon, Bon, ben, écoutez, bienvenue aux gens à toutes et à tous pour ce webinaire. Ce webinaire qui sera présenté par William Higgins, donc le président et un des gérants de Independence AM. Le thème du jour, c'est la quality value. William, bonjour. Vous allez peut-être nous faire un bref historique de la société de gestion. Les fonds, bien sûr, je pense que ce sera décrit dans les slides, mais les oui, fonds que vous gérez principalement. Et puis voilà, et puis après j'ai vu que Bourse Direct également, vous êtes partenaire, on est partenaire, notamment sur France Small et Europe Small, des fonds qui sont éligibles pour l'un PEA, l'autre PEA, PEA, PME. On a même un dans notre assurance vie. Voilà. Écoutez, je vous souhaite tous et à toutes la bienvenue. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Et bien, William, c'est à vous. ok. Euh, le questionnaire que vous avez devant les yeux explique assez bien pourquoi les stratégies value fonctionnent. Bon, j'aurais dû préciser que vous n'aviez pas le droit de chercher des réponses n'importe où. Bon, Euh, normalement, si vous posez ces questions à des êtres humains, ils vont avoir à peu près 7 réponses sur 10 qui sont fausses. Bon. Euh, Parce qu'en fait, il est assez facile de donner la bonne réponse. Vous dites zéro à l'infini quand vous ne savez pas. Mais les êtres humains estiment qu'ils savent, donc ils donnent des intervalles de confiance beaucoup plus étroits. Ce qui prouve que l'être humain est présomptueux. Si les êtres humains sont présomptueux, les investisseurs le sont, et les investisseurs pensent qu'ils sont capables de prévoir l'avenir. Et la seule différence entre un gérant value et un gérant non value, c'est que le gérant value pense qu'il n'est pas capable de prévoir l'avenir et le gérant growth pense qu'il est capable de le faire. Donc c'est vraiment un problème psychologique et ce qui explique pourquoi, bon, sauf depuis 4 ans, les gestions value arrivent quand même à surperformer alors qu'on pourrait penser que si une stratégie fonctionne, tout le monde va finir par la suivre et donc elle arrêtera de surperformer. Attendez, j'ai un petit problème. Ah, ah, ah. Une seconde, j'arrive pas à. Voilà, ok. Alors, Indépendance AM, c'est une société de gestion qui a un historique de 30 ans, puisque j'ai commencé à gérer le fonds Indépendance Expansion France en 1992. Euh, c'est une structure familiale, puisque ma famille détient la société de gestion. Une spécialisation forte sur une classe d'actifs qui performe, c'est-à-dire les petites valeurs, même si de temps en temps les petites valeurs sont battues par les grandes, ce qui est le cas depuis 4 ans, sur longue période, les petites valeurs surperforment. Nous avons un seul métier, la gestion collective, et nous faisons uniquement une chose, de la qualité value. Qu'est-ce que nous appelons qualité value? Très rapidement, c'est nous investissons dans des sociétés en croissance, mais qui ont une forte rentabilité des capitaux engagés, et qui sont mal valorisés, qui sont très mal valorisés. En fait, sur le fonds France, qui est celui qui a l'historique la plus longue, on a réussi à faire une rentabilité de 13% depuis 1993. Aujourd'hui, nous gérons 3 fonds. Un fonds France Small, qui gère 250 millions d'euros. Un fonds Europe Small aussi, qui fait 85 millions. Et un fonds à horizon, qui est un fonds fermé, donc on n'en parlera plus, qui fait 50 millions d'euros. Euh, donc sur un an, alors sur le fonds France, sur un an, on était 11e sur 75, et on est premier sur 10 ans, et on est aussi premier sur 30 ans. Il n'y a plus personne sur 30 ans, donc c'est assez facile d'être premier. Sur le fonds Europe, le fonds est quatrième sur un an, sur 185, et troisième sur 166 sur 3 ans. Comme on fait à peu près la même chose sur les 2 fonds, ça tente à démontrer que la stratégie est efficace. En fait, quand on parle avec d'autres investisseurs, on découvre que tout le monde est value.
C'est-à-dire, globalement, tout le monde croit qu'ils achètent des titres qui sont sous-évalués par rapport à leur valeur intrinsèque. Donc, on va essayer de définir qu'est-ce qui différencie les gérants value du reste de la population d'investisseurs. Euh, alors, la gestion value est un côté un peu tâcheron, c'est-à-dire que nous investissons dans des sociétés sous-cotées, mais nous ne faisons pas appel aux prévisions pour démontrer la sous-valorisation. Alors, les critères de gestion value, ils sont nombreux. Vous pouvez acheter des actions qui ont un faible cours sur bénéfice, un faible cours sur cash flow, un faible cours sur actif net, un faible cours sur chiffre d'affaires ou un fort dividende. Bon. Et la gestion value, une fois que la faiblesse des cours disparaît, vous vendez. Je rappelle qu'effectivement, on raisonne sur les ratios de l'année en cours ou les ratios de l'année passée. Mais si vous si vous voyez un gérant qui se dit value, qui vous dit oui, dans 4 ans, le pricing sera bas, pour moi, il fait plutôt partie des gérants growth que des gérants value. Attendez une seconde, pourquoi ça marche? C'est que globalement, les analystes, mais vous pouvez ajouter les gérants, ont beaucoup de difficultés à prévoir l'avenir et que des modèles très bêtes du genre tous les bénéfices par action vont croître comme le PIB battent finalement les prévisions des bureaux d'analystes. En fait, Warren Buffett, qui d'après certains est un gérant value, moi j'ai des doutes, disait dans le monde des affaires, le rétroviseur est toujours plus clair que le pare-brise. Ce qui veut dire qu'il est extrêmement difficile de prévoir l'avenir. Si vous regardez une société normale, il faudrait connaître de façon précise le taux d'imposition, la parité euro-dollar, l'inflation, les taux d'intérêt, enfin tout ce que vous voulez. Et donc, c'est extrêmement difficile de faire des prévisions précises. Alors, les stratégies value sont efficaces. Personnellement, j'aime bien un livre qui s'appelle What Works on Wall Street, qui s'est amusé, enfin, il s'est pas amusé, il a fait une étude rétrospective de 51 à 2003 et qui regarde de toutes les stratégies à peu près normales et il regarde leur rentabilité. Donc, le marché fait, disons, 6 000, les bas price earning font 8 000, les hauts price earning ne font que 1 000. L'actif net marche, ce qui me surprend, ça fait 22 000. Les faibles prix sur autofinancement font 18 000 et les faibles prix sur chiffre d'affaires font 22 000. C'est la stratégie la plus efficace, mais je n'ai jamais réussi à trouver des investisseurs pour l'appliquer. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir en France, il n'y a pas de terme pour dire que des valeurs sont value. Normalement, on va dire que c'est des valeurs de rendement. Clairement, le rendement est le pire des critères pour la value. La value, c'est assez théorique. Et en fait, on n'a pas énormément progressé depuis 1949. Donc, clairement, Benjamin Graham avait écrit un livre qui s'appelait The Intelligent Investor. Il faut se méfier parce qu'il en a fait beaucoup de versions. Mais enfin, la première, c'était 49. Et globalement, il expliquait qu'il était dur de faire des prévisions, qu'il fallait investir dans des sociétés qui étaient sous-cotées par rapport à leur actif net. Et il avait un deuxième critère qui était la rentabilité des capitaux investis en disant c'est le critère fondamental. En fait, on a un peu oublié ce critère de rentabilité des capitaux investis et c'est redevenu. Et en fait, cette stratégie a pris un nouveau nom au début des années 2000, quality value, c'est-à-dire des sociétés mal valorisées ayant une forte rentabilité des capitaux engagés. Donc ça, c'est la partie théorique. Les statistiques, pour moi, c'est what works on Wall Street, mais on en a beaucoup.
globalement, les stratégies value fonctionnent et battent les stratégies growth. Bon, il se trouve que sur les 10 dernières années, les stratégies growth ont plutôt battu les stratégies value, grâce notamment à Google, Amazon et autres. Mais pour moi, c'est un accident statistique. Ce qui était un peu plus grave, disons au début des années 90, il y a eu ce qu'on appelle la théorie moderne du portefeuille, où on a estimé que les stratégies value battaient effectivement l'indice, mais que c'était entre parenthèses anormal, car aucune stratégie n'était censée pouvoir battre l'indice, sauf en prenant plus de risques. Bon, ça c'était une affirmation enfin, pratiquement gratuite, parce qu'on n'a jamais réussi à démontrer en quoi les stratégies value étaient plus risquées que les stratégies growth. Depuis, disons, maintenant une quinzaine d'années, on a expliqué le succès des stratégies value pour des biais psychologiques. En fait, un des biais auxquels tout le monde est soumis, c'est le biais de confirmation. C'est-à-dire, et je m'en suis rappelé l'année dernière parce que je regardais une société qui s'appelle Jacquet Metal, et Jacquet Metal avait un price earning de 2. Quand vous voyez une société qui a un price earning de 2, au bout d'une seconde, vous vous dites que le bénéfice va s'effondrer, ce qui est effectivement le cas. Mais bon, il faudrait qu'il s'effondre de plus de 4 pour que le titre soit surévalué. De même, quand vous regardez Hermès avec un price earning de 40, vous supposez que la société est belle. Donc, le prix a de l'importance. Bon, de même que quand on vous donne le prix d'une bouteille de vin, plus haut le prix est élevé, plus vous trouverez le vin bon. Donc, les investisseurs, c'est la même chose. Pour expliquer pourquoi les stratégies value fonctionnent, on va vous poser quelques questions, essayez de répondre honnêtement. Les sociétés dont le bénéfice s'est accru rapidement pendant 3 ans constituent-elles un bon investissement? Deuxième question, les sociétés dont le cours a monté rapidement pendant 3 ans constituent-elles un bon investissement? La troisième question, la surperformance des sociétés dont le bénéfice s'est accru rapidement est-elle durable? En fait, c'est ça le problème voilà pourquoi le biais de confirmation est un des véritables ennemis de l'investisseur. En fait, les sociétés dont le bénéfice s'est accru rapidement pendant 3 ans ne constituent pas un bon investissement. Les sociétés dont le cours a monté rapidement ne constituent pas un bon investissement. Et globalement, les sociétés qui ont eu un bénéfice qui a cru plus rapidement que la moyenne du marché, ils n'arrivent pas à continuer par la suite. Okay. Or, il se trouve que les sociétés qui ont rempli les 3 critères que je viens de vous parler sont généralement très bien valorisées. Parce que le cours a monté, parce que le bénéfice a monté, et que globalement, vous allez vous dire qu'elles sont bien gérées. Le véritable problème que les gens ont tendance à oublier, c'est qu'on est dans une économie concurrentielle. Donc, il est extrêmement dur de battre le marché pendant très longtemps. Après, il y a un petit dessin que j'adore, c'est faut-il investir dans les sociétés bien gérées? Tout le monde dit à un moment, je disais non, mais je trouvais, enfin bref, au point de vue marketing, ça passait pas très bien. En fait, la vérité, c'est qu'il est extrêmement dur de savoir si le management d'une société est vraiment bon. Généralement, les dirigeants de sociétés sont bons dans l'animation des équipes, sont bons éventuellement dans les achats, sont bons pour couper les coûts, sont bons pour développer, mais généralement, ils n'ont pas toutes les qualités. Donc, nous, on a tendance à penser que la qualité du management, c'est un facteur difficile à apprécier de l'extérieur, qu'en plus, selon la période, il est important ou pas important, et que finalement, il vaut mieux regarder les chiffres. Si la rentabilité des capitaux engagés était élevée,
on suppose que la qualité du management est bonne, Mhm. mais on ne va pas compter cet élément deux fois. Ensuite, on va rappeler en fait des choses qu'un investisseur ne devrait jamais oublier. En fait, premièrement, il n'y a pas de théorie de la croissance des entreprises. C'est-à-dire, bon, Samuelson a eu un prix Nobel pour avoir fait un modèle de la croissance des États. En d'autres termes, si un État a un système juridique solide, si l'éducation est bien financée et d'autres facteurs, l'État va croître rapidement. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé l'équivalent pour une entreprise. Donc on pourrait se dire, la société qui a investi dans la formation des salariés, qui fait beaucoup de marketing, enfin vous pouvez faire une liste de critères divers et variés, et on pourrait imaginer qu'il existe un modèle qui permette de dire les sociétés qui font ça croissent plus vite que les autres. En fait, cela n'existe pas. Le jour où quelqu'un arrivera à le faire, il aura le prix Nobel. Donc, ce qui pose un problème sur les gestions de croissance, s'il n'y a pas de théorie de la croissance des entreprises, comment vous allez faire pour identifier des sociétés qui vont croître très vite? Alors, nous, on a trouvé un système qui marche. Bon, c'est déjà ça. On estime que les sociétés qui ont une forte rentabilité des capitaux engagés ont probablement une rentabilité marginale du capital supérieure à celle du marché et que pendant quelques années, elles vont réussir à croître un peu plus vite que leurs concurrents. Pour être encore plus précis, nous pensons que les sociétés qui ont une forte rentabilité des fonds propres ont un avantage compétitif. Et nous pensons, enfin ça nous ne pensons pas, nous en sommes sûrs, que la réglementation est une chose favorable pour le maintien d'une rente, en fait. On peut appeler ça d'une rente, parce que dans le modèle de concurrence pure et parfaite, vous voyez quelqu'un gagne de l'argent, vous investissez aujourd'hui et vous produisez demain. Aujourd'hui, vous voyez que quelqu'un a une usine qui a des profits anormalement hauts, vous dites je vais faire la même chose, vous déposez un permis de construire et dans 5 ans, vous arriverez à sortir l'usine. Donc, et le problème, c'est comme vous savez que ça va vous prendre beaucoup de temps, vous savez que la société qui est très profitable aujourd'hui va améliorer sa productivité pendant les 5 ans qui suivent, et donc vous n'allez même pas avoir envie de vous lancer dans l'affaire. Donc les gens qui gagnent beaucoup d'argent, il y a des chances que ça continue un certain temps. Donc là, c'est le côté qualité. Qualité, ça veut dire forte rentabilité des capitaux engagés. Justement, j'ai juste une petite question là, de la part d'un participant. Qu'entend-on par rentabilité marginale? C'est le dernier investissement que vous faites, la rentabilité de votre dernier investissement. D'accord. La Alors, il y a une rentabilité autre moyenne, question. c'est la rentabilité de tous les investissements que vous avez faits depuis le début de la société et qui n'ont pas été complètement amortis. D'accord. Et quand vous parlez de rendement, de rentabilité des fonds propres, vous parlez de return on equity. Bénéfice divisé par fonds propres. Euh, Est-ce que vous pouvez répéter? C'est bénéfice de la société divisé par les fonds propres. Voilà, c'était pour répondre à Bertrand. Merci. Alors, une fois que vous vous dites qu'il n'y a pas de théorie de la croissance, vous vous dites que l'inverse est vrai. C'est-à-dire qu'il est extrêmement difficile de déterminer à l'avance les sociétés dont le bénéfice par action va croître moins vite que la moyenne. Les sociétés donc mal valorisées constituent donc une bonne opportunité d'investissement puisque cette sous-valorisation ne garantit pas un sombre avenir. En fait, bon, ce qui est intéressant dans ce qui est en train de se passer d'un point de vue théorique sur les analyses de comment gagner de l'argent en bourse, pour simplifier, c'est l'analyse comportementale. L'analyse comportementale valide l'approche value.
En fait, ce qui se passe, c'est qu'en tant que gérant, vous ne pouvez pas débarquer au bureau tous les matins en regardant le portefeuille et en démarrant à zéro. Donc la Mm. réalité, c'est que dans votre tête, il y a des sociétés qui sont belles et des sociétés qui sont moches. Et les sociétés belles, vous êtes prêt à les payer cher, et les autres, vous les payez pas cher. Mm. Or, en fait, la vérité du marché, c'est que la surprise, c'est la norme. C'est-à-dire aux États-Unis, qui est certainement le marché le plus développé dans le monde, 29% des prévisions trimestrielles constatent un écart de plus ou moins 5% par rapport au consensus des analystes. Ce qui veut dire que sur 10 trimestres, vous avez une chance sur 110 de ne pas avoir de surprise négative. Donc en fait, ce qu'il faut, alors il est évident qu'une fois que vous savez ça, il faut avoir des stratégies qui survivent à la surprise négative. Or, ce que l'on constate, attendez, excusez-moi, mais bon, ça va mieux. Ah. Une société value, c'était les sociétés mal valorisées, ne peuvent pas décevoir. Donc, même si les résultats sont inférieurs à ce que vous prévoyez, les cours vont rester stables généralement. Alors, on va expliquer pourquoi. J'achète un titre où je pense que le price-earning est de 5. En fait, j'ai eu tout faux. Le price-earning est de 10. Si le marché a un price-earning de 15, le fait que ça soit à 10, ça va faire peur à personne. Simplement, vous êtes complètement trompé, mais le marché savait ce qui allait se passer. En revanche, une belle société ne peut pas avoir de mauvais résultats. Donc une baisse des résultats entraîne une baisse des cours, et d'autant plus violente que vous avez d'une part le bénéfice qui baisse, et d'autre part le multiple qui baisse. Mm. Et le truc le plus étonnant, ça c'est Dreeman qui dit ça, Contrarian Investment Strategy, si une belle société fait mieux que prévu, il n'y aura même pas de hausse des cours. Parce que le fait que la société soit belle indique qu'elle est censée battre le consensus. En fait, l'analyse comportementale, et c'est là où on revient sur le questionnaire du début, c'est les investisseurs souffrent tous du même biais. Ils pensent pouvoir déterminer, je suis désolé, mais ils pensent pouvoir déterminer quelles sont les sociétés de qualité ayant un fort potentiel de croissance non reflété dans le cours de bourse. Et c'est ça où c'est compliqué. Par ailleurs, de temps en temps, on me dit oui, mais il y a des phénomènes que tout le monde peut voir et il est logique que des sociétés soient très bien valorisées. En fait, les gens désagréables, enfin les gens value, vont vous dire oui, en 2000, les titres Internet, c'était pas absurde. Globalement, Internet s'est développé depuis 2000. Moyennant quoi, tous les gens qui ont joué les valeurs Internet ont perdu de l'argent. Voilà. Donc c'est assez compliqué de gagner de l'argent en se disant, dans l'avenir, il n'y aura que de la voiture électrique, Tesla va avoir 100% du marché. Bon, il se peut que dans 10 ans, ce soit que des Chinois qui aient le marché de la voiture électrique. En fait, le biais qu'on constate, c'est simplement, et c'est pour ça que j'avais mis mon questionnaire au début, c'est que l'être humain, par nature, est présomptueux, c'est-à-dire il accepte de prendre des risques, il est souple, enfin, il pense qu'ils sont plus faibles qu'ils ne sont en réalité, euh, et ça explique pourquoi les gens jouent plutôt sur des prévisions que sur des réalités. Bon, par exemple, il y a à Paris, il y a une société qui fait des codecs, enfin des logiciels pour réduire la taille des fichiers vidéo, qui avaient des pricing supérieurs à 30. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un seul gérant qui ait une notion très précise de l'évolution future des logiciels de codecs vidéo.
Par ailleurs, sur le questionnaire que je vous ai donné au début, on vous a donné un intervalle de confiance de 90%. Si vous n'êtes pas allé chercher les réponses et que vous êtes des êtres humains normaux, vous avez 6 réponses fausses, alors qu'une seule réponse fausse donnerait une présomption euh, euh, indiquerait que vous êtes présomptueux. Alors après, je vais taper un peu sur ce que nous faisons, nous, en tant que gérants, et aussi la difficulté du métier de l'investisseur. Donc là aussi, j'aimerais poser des questions rapides et vous essayez dans votre tête de donner une réponse. Combien de temps faut-il pour analyser en profondeur une société cotée? Une semaine, un mois, un an? Quel est le taux de rotation moyen d'un portefeuille d'une SICAV? 25%, 50%, 100%. Le nombre de sociétés dans un fonds, 40, 60, 100. Le nombre de jours ouvrés dans l'année, ça c'est facile, 220, 250, 300. Bon. Alors, je vais quand même donner quelques réponses. La plupart, et encore, enfin, la plupart des SICAV ont au moins 60 valeurs dans le portefeuille. La plupart, la quasi-totalité des fonds ont une vitesse de rotation supérieure à 25%. Et en fait, si vous enlevez l'administratif, vous êtes heureux d'avoir 200 jours ouvrés dans l'année. Et par ailleurs, bon, moi qui étais analyste financier de formation au début, il me fallait au moins un mois pour analyser une société. Et donc, ça, c'est pour dégonfler un peu la bulle du système. C'est si vous avez 200 jours par an consacrés à l'analyse, ce qui est vraiment un maximum parce que vous faites un peu de marketing, vous faites de l'administratif, vous faites des tas de trucs, que vous avez 50 lignes dans un portefeuille, que vous avez un taux de rotation de 30%, ce qui n'est pas énorme par rapport à la moyenne des gens, que vous faites un investissement pour 2 sociétés analysées, vous analysez et que vous êtes le seul gérant pour votre fonds, vous analysez la société du portefeuille 2,5 jours par an. Donc, ce qui prouve la difficulté de se dire, j'analyse à fond une société et je vais savoir, et je vais pouvoir déterminer son bénéfice par action pendant 5 ans, dans 5 ans. Voilà. Alors, vous allez me dire, vous n'êtes pas obligé d'être seul gérant, mais même si vous êtes 4 gérants sur le même fonds, ça va vous donner 10 jours. Et clairement, pour moi, il faut un mois pour analyser à fond une société. Donc, s'il y a un problème pour les... Enfin, bon, je défends effectivement la gestion value, mais je vois mal au point de vue, pour analyser à fond une société et se dire, je suis sûr que dans 5 ans, ça va marcher très bien, je vois mal comment les gens peuvent consacrer le temps nécessaire pour faire ça, pour constituer un portefeuille gros. Alors, l'avantage de l'investissement value, c'est que les valeurs du portefeuille ne font rêver personne. Donc, normalement, elles restent mal valorisées pendant assez longtemps. Donc, le taux de rotation est relativement lent. Et si vous avez, bon, dans notre portefeuille, l'âge moyen des lignes, c'est à peu près entre 4 et 5 ans. Et au bout de 4 ou 5 ans, vous commencez à connaître la société. Par ailleurs, le temps est précieux parce que les dirigeants d'entreprise supportent assez difficilement les actionnaires qui entrent et qui sortent dans l'année et préfèrent discuter avec des actionnaires qui sont là depuis longtemps. Et pour encore un autre avantage que nous avons, c'est si les sociétés value sont généralement pas des sociétés qui font rêver. En d'autres termes, si vous faites du parfum, vous avez plus de chances d'avoir un pricing élevé que si vous faites des boulons. Et donc, les sociétés value sont généralement un peu toujours les mêmes. Et par exemple, dans le portefeuille France, on voit que il y a à peu près 40% des lignes qui, sur les 30 dernières années, ont été détenues 10 ans cumulés. Une fois que vous avez détenu un titre 10 ans, vous pouvez penser que vous connaissez à peu près la façon dont cela fonctionne.
Bon, les résultats, bon, pour nous, ça marche clairement. Donc, sur les 10 dernières années, on a fait 16,5%, ce qui était une période pourrie pour les values. Alors, la plus, alors, et en fait, d'après moi, les values sont un peu plombées parce que la plupart des indices value prennent des banques. Les banques sont considérées comme value. Pour moi, les banques, c'est un monde à part. Les comptes des banques ne veulent pas dire grand-chose. Et donc, nous n'investissons pas dans les banques. Ce qui explique pourquoi, probablement, nous avons réussi à battre le marché sur les 10 dernières années, alors que les values ont sous-performé le marché. Mais probablement parce que les indices value sont bourrés de banques. Alors, sur la notion de risque, parce qu'on va quand même parler de risque, on a quand même battu notre indice de référence 22 ans sur 29. On a des performances positives 24 années sur 29. Donc, il est quand même assez difficile de dire qu'on prend trop de risques. J'avais juste une petite question tout à l'heure par rapport à ce participant qui, quand vous avez annoncé les performances, 13,30 par an en moyenne sur les dernières années, c'est net de frais ou c'est comment? Oui, c'est net de frais. C'est sur 30 ans, net de frais, hein. C'est la D'accord, valeur de l'action de la SICAV. d'accord. Voilà. Là, on va reprendre un peu ce qu'on vient de dire, mais je n'ai pas regardé ma montre, donc oui, bon, je suis à peu près dans les temps. Donc, en fait, on a deux leviers dans les qualités value. La qualité, c'est-à-dire on sélectionne des entreprises qui se développent de façon rentable. Elles ont un chiffre d'affaires en croissance, une marge opérationnelle élevée, une forte rentabilité des capitaux investis et une gestion durable. Il est clair que nous investissons, avec nos critères, nous investissons plutôt dans des sociétés familiales et les Mhm. sociétés familiales ont clairement un horizon long, la quasi-totalité. Bon, si on regarde en 2022, la croissance du chiffre d'affaires des sociétés du portefeuille a été de 11%, légèrement supérieure au marché. Notre marge était nettement supérieure au marché, 10,5 contre 7,9. Et on avait réussi, mais c'était exceptionnel parce que cet écart, bon, globalement, on n'y arrive pas normalement, pas à ce niveau-là. On avait une rentabilité des capitaux engagés de 21% contre 7% pour le marché. Alors, l'avantage d'investir dans ces sociétés, c'est que si vous êtes très rentable, à la fin de l'année, vous avez généré du cash, vous êtes capable d'investir, et d'année en année, à force d'investir, votre productivité est meilleure que celle de vos concurrents. Et globalement, et si tout va bien, à la fin, vous n'avez plus de concurrents. Donc, c'est le cas d'une société qui n'est pas dans le portefeuille, qui est LDC, donc la découpe de poulets. Il faut savoir qu'un abattoir de poulets, c'est 50 millions d'euros d'investissement. Ils sont beaucoup plus rentables que leurs concurrents depuis une vingtaine d'années facile. Et au début, c'est-à-dire il y a 20 ans, ils expliquaient les parts de marché en France, etc., et que faisaient leurs concurrents. Et maintenant, ils disent on n'a plus de concurrents. Le deuxième levier, c'est le marché. C'est-à-dire, si vous avez. Alors, pourquoi on a des titres mal valorisés? Alors, c'est des secteurs de niche ou pas à la mode. Par ailleurs, enfin, nous, on aime bien les petites sociétés qui ne sont pas suivies par les analystes. Généralement, le marketing financier, ce n'est pas vraiment le truc qui intéresse le plus les dirigeants. Et comme je le disais au début, c'est le biais de confirmation, c'est-à-dire un titre qui n'est pas cher, vous vous dites, elle doit avoir des problèmes pour être à ce prix-là. L'absence de marketing financier est très important pour voir la sous-évaluation de certains titres. En fait, il y a deux types, enfin, pour simplifier outrageusement, il y a deux types de sociétés. Il y a les sociétés qui vous disent je vais croître de 8% par an pendant 5 ans et je vais améliorer ma marge, ce qui va provoquer assez naturellement un doublement du résultat net. Donc, si vous avez ce genre de société, le price earning, vous pouvez payer un price earning de 20 aujourd'hui, puis en 5 ans, ça deviendra 10. Okay, donc, il y a des gens qui se disent finalement, je ne paie pas cher, je paie 10 fois le résultat dans 5 ans.
Et il y a des sociétés qui probablement, qui de temps en temps ont les mêmes perspectives, mais qui vont vous dire, j'investis, mais j'espère améliorer ma marge, mais bon, globalement, ça va être dur. Ces sociétés-là font moins rêver et vont garder des pricing plus bas. Mais c'est plus, en fait, pour moi, disons, le résultat d'un investissement ne dépend pas uniquement de la société qui le fait. En d'autres termes, si vous investissez pour améliorer votre productivité, si tous vos concurrents font la même chose, c'est le client qui va bénéficier de la baisse de prix. Si vous êtes le seul à le faire, c'est vous qui allez bénéficier de la rente. Donc il est assez logique que les chefs d'entreprise qui n'ont pas envie que dans 4 ans, vous allez les voir en disant vous prévoyez des merveilles, vous n'avez rien fait, euh, soient assez modérés dans leurs prévisions. En plus, si vous êtes patron d'une boîte familiale, vous savez que votre bénéfice par action euh, va déterminer votre cours de bourse finalement sur une période. Et pourquoi vous fatiguer à faire du marketing financier pour essayer d'accélérer la hausse de votre cours, sachant que généralement, vous ne faites jamais appel au marché. Donc, on voit les valorisations. Donc, nous, ce qu'on espère, c'est que de temps en temps, mais ça suffit, on n'a pas besoin que ça se produise sur toutes les valeurs du portefeuille. Notre pricing, là, on a un pricing de 10, le marché est à 16, bon, admettons qu'il soit à 15 en moyenne, qu'on ait quelques sociétés du portefeuille qui soient revalorisées. Ça arrive généralement parce qu'elles ont enfin, elles ont 3-4 ans de forte croissance et que le marché devient amoureux de ces sociétés-là. Donc là, le pricing de 10 devient 16, leur bénéfice a augmenté, disons, de 40%, et vous augmentez de 60% sur la valeur. Donc en bref, vous faites 100%. On n'a pas besoin d'avoir énormément de titres qui fassent 100% pour avoir de bonnes performances. Donc là, si on veut résumer tout ce que je dis depuis un certain temps, nous, on cherche à investir dans la croix, c'est-à-dire des sociétés qui ont une forte rentabilité qui est plutôt engagée, qui sont mal valorisées, et on appelle ça profitable growth at low price, euh, donc des prix qui sont bas. Voilà. Donc là, je venais de le dire, donc on va peut-être pas répéter. C'est quelques exemples, mais en fait, cette présentation date un peu, mais c'est pas grave. De 93 à 2007, on a eu Beneteau, Trigano et Vallourec qu'on avait acheté moins de 5 fois le cash flow et qui sont vendus à peu près 10 fois le cash flow. En 2012, ça c'était joli, c'était Montupet que personne n'aimait, qui valait une fois le cash flow, il y a quand même des aberrations dans le marché, et qui valait 7 fois le cash flow quelques années après. Et en plus, le cash flow avait été doublé, donc on a fait 14 fois la mise. Et on a de temps en temps des aberrations, mais un très bon marketing financier. Tinexta, qui est une valeur italienne, qui valait 5 fois l'autofinancement en 2019 et 16 fois de début 2021. Donc, de temps en temps, il y a des multiples qui bougent violemment. Alors, l'avantage aussi, c'est d'avoir des multiples très bas du genre 7. À 7, normalement, ça ne baisse pas. Il y a quand même il y a quand même des limites à la baisse. Après, juste pour rebondir là-dessus, il y a quand même, par exemple, historiquement, le secteur bancaire, il a été, c'est vrai, on parle de value, mais vous les intégrez pas dedans, mais c'est vrai que ce secteur a été à l'époque, avant les crises, très, très surévalué, puis après, pendant les crises Covid et même avant, le PE était descendu vraiment, on va dire 6-7, alors qu'en général, historiquement, depuis 2005 ou 2004, elle se payait 9-10, quoi, à peu près fois les bénéfices. Hum. Oui, non, mais en fait, pour moi, enfin, il se trouve que j'ai été banquier dans ma vie. Et donc, j'avais analysé les comptes des banques dans lesquelles je travaillais. Et c'est extrêmement difficile parce que, en fait, si une banque a un prêt qui doit être provisionné, Oui. si elles font un nouveau crédit, a priori, il y a des chances de ne pas provisionner. Euh, et enfin, pour moi, le problème des banques, c'est très compliqué. Voilà.
Euh, bon. Et donc, si vous avez aucun, si, si vous, attendez, dans Ça une coupe un peu. seconde, ça va s'arrêter. Vois pas, chut. Euh, bon, si vous avez une banque, vous prêtez de l'argent et rien ne ressemble plus à de l'argent que de l'autre argent. Ok. Mhm. Donc vous êtes obligé de vous bagarrer sur les marges. Donc intrinsèquement, c'est pas un bon marché. C'est comme intrinsèquement vendre des produits sur Internet, c'est pas une bonne idée parce qu'à part Amazon, vous comparez les prix de tous les vendeurs et la marge, il n'y a aucune raison qu'elle soit énorme. Mhm. Voilà. Juste une petite question de la part de Stéphane. Est-ce que quel ratio, alors je ne sais pas si vous en préférez un ou pas, est-ce que vous préférez le PE ou le PER ou le prix sur free cash flow Alors, on ne fait pas le free cash flow parce que c'est trop compliqué, et un peu subjectif. C'est-à-dire, D'accord, le problème, c'est que c'est extrêmement difficile de voir quels sont les investissements de c'est ça. maintenance et des investissements de croissance. Mhm. Et donc, en fonction, donc, si vous aimez la valeur, vous allez dire qu'il y a beaucoup de il y a, il y a peu de maintenance et beaucoup de croissance. Même les sociétés ne le savent pas parce que globalement, les process changent, enfin tout ce que vous voulez. Donc, j'adore le free cash flow quand je peux le calculer, mais Mhm. on calcule bêtement un prix sur autofinancement. D'accord. Pour nous, c'est le Et- critère qui marche le mieux parce qu'il y a certaines sociétés qui ont beaucoup, enfin, qui ont beaucoup de capitaux, enfin, qui investissent dans des actifs physiques. Mhm. Donc, de temps en temps, leurs bénéfices s'effondrent, mais leur autofinancement est relativement stable. Et nous, on trouve que, bon, si vous avez investi 1 milliard dans une usine, globalement, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les matins. Donc, Mhm. l'amortissement, et vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez avec cet amortissement. Mhm. D'accord. Alors, Et une autre c'est moins question, regardé que les price earnings, en fait. ouais, et au C'est, niveau du ratio valeur de l'entreprise sur chiffre d'affaires, par exemple? alors, pour être franc, alors, de façon étonnante, si vous lisez le livre What Works on Wall Street, c'est Mhm. la stratégie la plus efficace et en plus, ça vous demande aucun effort. C'est vrai. Parce Mais que ce qui est sûr, c'est que le chiffre d'affaires, ça bouge pas. J'avais essayé de lancer un fonds pris sur chiffre d'affaires, Ouais. mais comme personne ne sait pourquoi ça marche, c'est Oui, parce extrêmement que dur de trouver des investisseurs. Donc, intellectuellement, je me dis que ça serait bien, mais c'est tout ce que je peux dire. Il y a eu une étude dans What Works on Wall Street de 51 à 2003. J'ai même une explication pour laquelle ça marche, c'est qu'à partir dans tout pays, il y a un niveau minimum de marge en, en deçà duquel les gens ne veulent pas travailler. Mhm. Donc, si vous avez que des sociétés qui ont des très faibles marges dans votre portefeuille, il y a probablement des chances que la marge de ces sociétés va s'améliorer. Mais c'est la seule explication que je trouve. D'accord. Et vous préférez plutôt le ratio PE comme ça, clair et net, plutôt que le PEG, donc c'est le PER divisé par le taux de croissance des bénéfices. Ah Je non, là, suppose, les gens puisque vous n'êtes ont pas fait growth, c'est faillite avec ça? ce truc-là. C'était, comment il s'appelait? C'était un Anglais qui faisait ça, c'est de Goldsmith, je crois. Euh, non, parce que le problème, c'est le taux de croissance est trop subjectif, en fait. Hmm. C'est Non, comme non, oui, avec. disons, à un moment, ça a été à la mode et ça a été abandonné parce que ça marchait pas, hein, c'est tout. D'accord. Hmm. D'accord, très bien. Ah, c'était Jimmy Goldsmith, apparemment. Ouais. Alors, hop. Est-ce que vous avez d'autres. Ah, j'avais justement une question. Qu'entendez-vous par valeur intrinsèque? Est-ce que c'est ce qui a écrit dans les livres d'analyse financière, c'est-à-dire la valeur par rapport au marché, ou c'est vraiment la valeur c'est des ratios que vous utilisez qui permettent de définir une valeur intrinsèque? Oui, en fait, nous, bon, c'est assez dur à calculer, hein, on va le dire. Mais disons, Oui, c'est la fameuse formule avec le. l'idée, c'est de faire des modèles de valorisation. Nous, on en fait.
que je me rappelle, on calcule une valeur de rendement, une valeur de price earning, le modèle de Bates, un free Mhm. cash flow, un cours sur autofinancement et un cours sur actif net. Mhm. Voilà, on fait une moyenne de tout ça et ça donne une valeur cible. Mhm. Et si on achète une valeur, c'est qu'il y a un écart significatif par rapport à cette valeur cible. Mhm. Alors, j'ai plusieurs questions, mais alors ça n'a rien à voir avec la collective La Value. Donc, il y a plusieurs questions de plusieurs participants, mais avez-vous un successeur désigné le jour où vous déciderez d'arrêter de la gestion? Parce que c'est du long terme, mais bon, comme c'est du long terme, il faut bien Ouais, prendre ouais, la suite. je suis censé m'arrêter demain, je sais, mais ça fait 5 ans que ça dure. Mais bon, Ah, euh, euh, non, je donne plus du tout. D'après Audrey Bacot, qui travaille avec moi depuis 11 ans, ça fait 6 ans que je dis, mais je le dis plus maintenant, que je suis censé m'arrêter l'année d'après. Donc maintenant, j'arrête de faire des prévisions. Il faut jamais faire de prévisions. Non, en fait, mon fils Victor hum, prendra la suite. Donc, mhm, pour être clair, le fonds Europe est plutôt géré par les jeunes. Il y a mhm. 3 gérants, enfin jeunes, faut quand même, enfin bon, ils étaient jeunes, mais maintenant ils sont enfin, ils ont plutôt qu'à 40 ans que Ils sont 30. jeunes alors. Ouais. Enfin, enfin, c'est des gérants confirmés maintenant. D'accord. Euh, et donc, bon, qui ont fait leurs preuves sur le fonds européen. Mhm, Euh, Bon, il ne faut pas rêver à 70 ans, vous travaillez moins qu'à 40, hein. Donc, mhm, moi, je travaille moins, mais bon, ça m'amuse notamment parce que j'ai abandonné toute l'activité administrative. mhm, Et donc, je suis redevenu un gérant de base. mhm. Donc, tant que ça m'amuse, je vais continuer. Le jour où ça ne m'amusera pas, je passerai la main aux petits jeunes, enfin aux adultes, enfin, on devrait Mhm. dire, qui ont montré sur l'Europe qu'ils étaient capables de battre leur indice. Voilà. Mhm. Mais Alors, une on voit question. déjà, je vois déjà par rapport à. Non, mais enfin, faut pas rêver non plus, hein. J'ai perdu des neurones et si j'arrive à avoir encore des performances correctes, c'est que les jeunes me donnent des idées, etc. D'accord. C'est plus un travail d'équipe. Euh, Oui, ça Juste une devient. question de la part de Stéphane. Pourquoi vous dites que le marché n'est pas efficient sur les valeurs à forte rentabilité? Alors, la première chose, c'est. Alors, je vais donner un exemple. Neoen. Ah, Euh, elle est en pleine augmentation de Beaucoup. capital. Ouais, non, mais c'est assez intéressant parce que, bon, globalement, je regarde jamais cette valeur parce qu'elle est très chère et que c'est pas du tout mon univers. Il se trouve qu'ils ont fait une augmentation de capital On est en plein et dedans. par curiosité, j'ai regardé la rentabilité des fonds propres. Hmm, Bon, Neoé, tout le monde vous dit que c'est une très belle valeur. OK? La rentabilité des fonds propres, c'est 5%. Donc hmm, pour moi, c'est pas une belle valeur. Bon. hmm, Donc, ce qui veut dire que la rentabilité des fonds propres, c'est pas vraiment un critère que, au moins en France, que les gens regardent très attentivement. hmm, Donc, et par ailleurs, bon, alors je vais faire de la théorie, tant pis pour mes, mes pauvres auditeurs. Euh, la rentabilité, en fait, pourquoi est-ce que la rentabilité des fonds propres, au début, pourquoi j'ai regardé ce critère-là? Parce que j'étais analyste financier en 77, pour ne rien cacher, euh, et qu'on m'avait appris que si la rentabilité, si bénéfice mis en réserve sur fonds propres était inférieur à la croissance, vous allez avoir une augmentation de capital. hmm. Parce que globalement, ça voulait dire que votre endettement allait croître plus vite que votre croissance, plus vite. Euh, euh, ouais, C'est ça. allait s'accroître, que votre endettement allait s'accroître en pourcentage des fonds propres. Et qu'à un moment, les banques allaient dire on ne joue pas. D'accord? Hmm, Donc, à la limite, une société comme Newen qui croît à toute vitesse et qui a une rentabilité des fonds propres catastrophique, dans les modèles de valorisation, vous devriez avoir des augmentations de capital automatiques, enfin, qui soient prévues dans les modèles. Or, finalement, généralement, pour moi, je n'ai jamais vu un modèle qui disait que Newen allait faire une augmentation de capital tous les 5 ans, ce qui pose un problème parce que vous ne savez pas très bien à quel prix va se faire cette augmentation de capital. hmm. Mais
Non, en fait, notre chance à nous, c'est qu'effectivement, on a l'impression que c'est un critère qui n'est pas vraiment mis en avant. Mhm. C'est-à-dire, je n'ai pas vu d'études de brokers me disant la société X, c'est une superbe société parce qu'elle a une rentabilité de 17% des fonds propres, alors que le marché est à 9. Mhm. On va plutôt vous parler de l'activité de choses diverses et variées, mais pas de ce critère qui finalement est assez simple et qui en plus, la rentabilité des fonds propres, c'est à peu près la même chose que le free cash flow. Mhm. D'accord. J'ai une question de la part de Christian. Est-ce qu'on peut parler d'absence de value dans le CAC 40? Alors là, honnêtement, je ne connais pas le CAC 40. Alors, par Je dirais contre, que Total est une valeur value, c'est la seule que je connaisse ouais. à peu près. Mhm. Euh, mais il est clair que le CAC 40 est plutôt un marché de luxe, hein, Mhm. c'est avec LVMH, Kering, etc. Oui, j'ai écouté ce Euh, matin que c'était plutôt une famille, on parlait de family value, eh bien, il y a 25% du CAC 40 donc, qui appartiennent à des familles. Hein. Donc, quand même, 25% de la capitalisation du CAC suite à la hausse de ces cours, ces derniers cours. Et donc, c'est pas une family value, mais presque. Hein. presque, ouais. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, profitez. Il y a tout le monde qui vous appelle le Warren Buffett français. Il y a plein de gens qui vous surnomment comme ça. Je vais rougir là. Non, 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 il faut pas, il faut pas. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer rapidement pour Stéphane la capacité d'autofinancement? Voilà, la capacité d'autofinancement, c'est le bénéfice de la société plus les amortissements. Et ça offre comme intérêt, c'est à peu près le cash que la société peut investir à la fin de l'année. Bon, Hmm. sous réserve qu'il n'y a pas de enfin, qu'il y ait pas de croissance du BFR. Et bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, quelle méthode préconisez-vous simplement pour chercher des valeurs value? Ah, c'est assez facile, hein. Enfin, le problème, c'est que vous n'avez pas de base de données. Euh, disons, bon, On a un onglet si analyse, vous mais êtes, dans l'onglet si analyse, il vous n'y a voulez pas pas tous les trop ratios. travailler, pour le moment, on donne notre portefeuille. Donc déjà, ça vous donne 42 valeurs qui sont censées être value. C'est plus compliqué que ça, mais ça fait un premier screening, disons. Mhm. Parce que, disons, quand on regarde le portefeuille d'Indépendance France, nous, on a tendance à garder les sociétés tant que le cours monte. On vend, mais plus la vitesse de hausse est rapide, moins on vend rapidement, pour simplifier outrageusement. Donc la D'accord. première ligne qui est S2I, mais S2I, c'est pas très cher. Mais bon, elle doit avoir un pricing de 12. Bon, ouais, non, c'est pas compte tenu du marché, c'est pas cher. Euh, mais on a du Rheinmetall où là, pour être clair, c'est du délire. Mais le cours a pris 100% et on attend que ça se calme. Enfin, il n'a pas pris 100%, il a pris plus de 100%. Mais bon, tant qu'il y a une guerre en Ukraine, on ne veut pas vendre une valeur d'armement. Et le reste, c'est des valeurs. Bon, si vous enlevez Bilindi, qui n'est pas une valeur value, Mhm. le reste, bon, ça vous donne à peu près une 40. Bon, après, vous n'avez qu'à vérifier si c'est value ou pas, hein, je veux pas. Mhm. Mais globalement, le portefeuille est quand même très value. D'accord. Alors, ce que je Après, peux vous faire, regardez, où est-ce qu'on peut trouver ça, en fait honnêtement, pour des particuliers, je sais pas. hmm. C'est, Alors, alors, ce que je peux faire, déjà, je vais juste reprendre la main pour aller sur le site de Bourse Direct. Voilà, je vais partager mon écran. Hop, pour montrer, voilà, aux personnes qui sont ici présentes. Dans l'onglet donc marché, il y a un onglet OPCVM.
dans l'onglet OPCVM, il y a tous les partenaires et bien sûr, vous cliquez sur indépendance. Voilà, alors je vais juste mettre le chat. Alors là, je vais arrêter la vidéo. Hop, voilà le son. Je vais remettre le chat. Voilà. Donc là, on peut accéder directement, entre guillemets, à vos fonds. Donc il y a un petit historique avec le France Small, le Europe Small. Donc le France Small, c'est éligible au PEA, hein, comme vous l'avez dit, c'est ça. Et Oui. voilà, Independence Europe Small, donc PEA et PEA PME. Donc vous voilà avec votre fils, etc. Mm. Non, mais c'est Voilà. sur les comptes rendus mensuels, on donne la totalité du portefeuille. Bon, ce qui est un peu, bon, je suis pas sûr qu'on continue éternellement, mais bon, Ouais. pour le moment, on le donne. Bon, ça refait, admettons, il y a 40 valeurs en France, un peu plus aujourd'hui. Il y a 45 valeurs en France. Il doit y avoir 40 qui sont value. Et en Europe, bon, on en a à peu près 60, mais il y en a 30 qui sont aussi en France. Donc il y a Mhm. 70 valeurs value. En cherchant bien, déjà vous en avez 70. D'accord. OK. Juste une question de la part de Étienne. Quel endettement maximal acceptez-vous? Alors normalement, on n'accepte pas l'endettement, moyennant quoi on est actionnaire d'ALD, mais bon, c'est du leasing, donc c'est un peu compliqué. Donc c'est une Mhm. financière, hein. Enfin, Oui. c'est pas une financière, c'est compliqué. C'est de la location de flotte de voitures avec une activité leasing. Donc celle-là est endettée clairement. Et on en a une autre qui est endettée, mais là j'ai un trou. Non, parce qu'en fait, ce qui se passe, si vous investissez dans des sociétés qui ont une forte rentabilité des fonds propres, elles génèrent du cash. Mhm. Donc normalement, elles sont pas endettées. En fait, de toute façon, c'est assez. Enfin, je ne veux pas dire que investir c'est assez facile, mais si vous avez une société endettée, à part si elle vient de faire une grosse acquisition, c'est qu'elle génère pas de cash. Mhm. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a sur le portefeuille France, on a 60% des sociétés sont cash positives. Mhm. Bon, ce qui est aberrant, mais enfin, c'est aberrant dans la mesure où effectivement, au cours des dernières années, les autorités monétaires ont créé beaucoup de monnaie. Donc, on n'a jamais eu un portefeuille aussi peu endetté. Enfin, c'est même pas qu'ils soient pas endettés, ils sont cash positifs. Ok. Mhm. Euh, Mais de toute façon, dans les sociétés qui ont une forte rentabilité des fonds propres, elles n'ont pas d'endettement. Enfin, mathématiquement, elles ne peuvent pas avoir de l'endettement, quoi. Mhm. Enfin, elles peuvent en avoir si elles ont fait des grosses acquisitions. D'accord. Alors, j'ai juste une petite question de la part de Olivier aussi. À part le fait que le Fonds Europe est éligible au PEA, PEA, PME et le Fonds seulement au PEA, est-ce que le Fonds Europe est aussi prometteur du coup que le Fonds France? Oui, en fait, pour être clair, il y a une certaine concurrence entre les équipes. Mhm. Euh, bon, globalement, l'année dernière, on a fait strictement, enfin, à très peu de choses près, la même performance sur les deux fonds. Mhm. Alors, honnêtement, je ne connais plus les performances sur 3 ans, qui est le meilleur sur 3 ans, mais ça dépend des périodes qu'on prend en considération. Il y a aucune raison. Normalement, le fonds Europe devrait battre le fonds France parce que c'est Mhm. plus facile de gérer 85 millions que 200. Ouais. Mais bon, ça, c'est pas vraiment. Enfin, c'est théorique. Pour le moment, les performances sont à peu près identiques, hein. D'accord. Alors, je ne sais pas, si pour répondre à notre question, je ne sais pas si un jour le Fonds Europe sera accessible sur les assurances vie de Bourse Directe. Pour l'instant, il y a le Fonds France. Voilà, c'est sur le contrat assurance vie Horizon. Je pourrais éventuellement poser la question. Après, j'ai une petite question. C'est-à-dire que le fonds Europe commence à approcher des 100 millions d'euros. Oui, Et en dessous de 100 millions d'euros, personne ne veut de nous. voilà. Alors qu'en fait, les fonds PE, il y a un petit problème des fonds PEA, PME, Mhm, c'est qu'il y a très peu de valeurs qui sont éligibles au PEA, PME, donc obligatoirement, c'est des petits fonds. Et le problème, enfin, c'est le chat qui se mord la queue, c'est euh, bon, enfin voilà, si l'assurance vie veut pas de petits fonds, il n'y aura pas de petits fonds PEA, PME. d'accord.
Juste peut-être une dernière question, ou avant-dernière, de la part d'Étienne. Est-ce que vous prenez en compte le bêta et la volatilité pour la sélection des actions? Pas du tout. D'accord. Non, mais alors, tant pis pour mon interlocuteur. Euh, Au début des années 90, ok, Ouais. la théorie moderne du portefeuille a indiqué que le bêta était un indicateur de risque, que les sociétés qui avaient un bêta élevé avaient la plus forte rentabilité, mais prenaient des risques supérieurs au marché, d'accord? Et c'était Mhm. FAMA qui avait sorti cette théorie-là. Il se trouve que quelques années plus tard, le même FAMA a démoli cette théorie en Mhm. disant que si vous regardiez les bêtas au sein de la même classe de capitalisation, c'est-à-dire en d'autres termes, vous mettiez les capitalisations les plus gros, enfin, vous divisiez les capitalisations en Mhm. 4 groupes, ok, les petites capis, les moyennes et les Ah très ouais. grandes, enfin, bon, vous en rajoutez une, sinon ça ne marche pas. Au sein d'une même classe de capis, les bêtas n'expliquaient rien du tout. Donc en D'accord. fait, les bêtas expliquaient simplement que les petites valeurs étaient plus risquées que les grandes et qu'elles étaient plus rentables. Bon. Euh, donc la notion de bêta depuis cet article de Fama, qui a jamais été, personne n'a réussi à démontrer qu'il s'était planté la deuxième fois. Mhm. Donc pour moi, le bêta sert à rien. Voilà. D'accord. OK. Ok, juste alors une petite question de Kofi, qui il est franc comme ça. Vous avez annoncé pas mal de bonnes opérations qui avaient bien réussi, mais est-ce que vous avez eu aussi des grosses pertes ou de la casse? Ah mais c'est évident, oui. Non mais attendez, on se trompe tout le temps. Non mais c'est Euh, non, mais pour être clair, on a gagné assez bien notre vie sur les équipementiers automobiles pendant très longtemps. Ouais, Euh, et c'est la catastrophe depuis, disons, 2020, pour simplifier. Et là, on l'a mal vu, pour être clair. Et donc, bon, voilà. Si on avait besoin d'une leçon de modestie, il suffirait de regarder ça. Plessis-Valoir, le cours est passé de 40 à 3, hein. ouais, d'accord. Oui, ça arrive, comme on dit. Est-ce que vous avez une approche momentum ou pas du tout c'est Oui, pour on est liquider? momentum. Enfin, Oui. on est compliqué, nous. Ouais. Euh, En fait, quand j'ai commencé, enfin, pendant les 10 premières années du fonds, Mhm. j'avais tendance à acheter les titres les moins chers. Et Mhm. quand ils baissaient, c'était encore moins cher, donc j'en achetais plus. OK. D'accord. Depuis, disons, le début des années 2000, c'est fini. Euh, et en fait, le raisonnement que j'ai maintenant, c'est de dire attention, les investisseurs ne sont pas les seuls à acheter des titres en bourse. Les concurrents font la même chose, notamment dans le secteur informatique, ou alors les clients, ou les fournisseurs, ou les salariés. Alors les salariés, c'est un truc qui m'amuse. En France, l'AMF a jamais attaqué un salarié, un administrateur éventuellement, pour Mhm. avoir utilisé une information privilégiée. Ce qui veut dire que les salariés d'une entreprise peuvent acheter, euh, Ah. peuvent acheter ou Mhm. vendre les titres de leur société sans prendre aucun risque. Enfin, vous me direz si, Mhm. prennent peut-être des risques, mais pour le moment, ça ne s'est jamais vérifié. Donc, si un titre perd 20% par rapport au marché, ça veut dire que ni les salariés ni les concurrents achètent du titre en se disant, bon, il y a un truc aberrant, je vais en profiter. Donc, généralement, il y a une mauvaise nouvelle. Mhm. Et l'inverse, en fait, je suis devenu momentum pour une raison assez simple au départ, c'est que généralement j'avais des titres assez peu liquides. Et avant les OPA, il y avait quelqu'un qui m'appelait en disant est-ce que vous voudriez vendre ce bloc? Et de temps en Mhm. temps, c'était un bloc dont j'arrivais pas à me débarrasser depuis un certain temps et j'étais tellement heureux que je le faisais. D'accord. Et notamment, il y a une valeur qui s'appelait Landanger Camus qui fait un profit warning. Le titre monte derrière. Je le vends en me disant c'est génial. Et l'OPA arrive un peu plus loin. Et D'accord. Landanger Camus faisait des prothèses médicales. Et après, j'ai appris que c'était les professeurs de médecine qui en fait avaient les brevets.
Et en cas de changement de contrôle, Landanger et Camus perdaient les brevets, donc il a fait le tour des professeurs pour être sûr que les brevets restaient. Mhm. Ok, donc visiblement, les professeurs, dès que Landanger et Camus leur annonçaient ça, ils achetaient du titre. Euh, et donc le résultat, maintenant on est momentum, disons à la baisse, c'est-à-dire qu'on n'achète pas les titres qui s'effondrent, et à la hausse, quand un titre commence à être cher, s'il monte, on a tendance à vendre plus lentement, enfin, on vend beaucoup plus lentement que si ça baisse. Mhm. C'est-à-dire, un titre est cher, il baisse, on le vend, un titre est cher, il monte, on vend, mais Par lentement. parcimonie. Voilà. Oui, notamment parce que de temps en temps, c'est simplement que nous, on s'est trompé, parce qu'on se trompe souvent, et que finalement, le bénéfice est supérieur à ce qu'on pouvait prévoir. Mhm. D'accord. Alors, je vois que le temps passe très très vite. On va peut-être clôturer sur une question qui, de la part voilà, d'un auditeur. Enfin, quel conseil donneriez-vous pour quelqu'un qui voudrait investir à long terme? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait éviter? Est-ce que vous avez voilà, quelques points de conseils à donner là-dessus? Alors, la première chose, c'est, bon, disons, beaucoup de gens pleurent en disant avant, les brokers faisaient des études géniales, etc. Et maintenant, il n'y a plus rien, enfin, tout ce que vous voulez. La réponse, c'est enfin, la réponse, on ne peut pas pleurer parce que les rapports annuels sont devenus fabuleux. Voilà. Hmm. Donc, si vous voulez investir en bourse, lisez les rapports annuels. Déjà, vous battrez un certain nombre de gérants qui ont la flemme de le faire. Hmm. Voilà. Et si vous lisez très attentivement un rapport annuel, vous serez quasiment le spécialiste de cette valeur-là. Hmm. Donc là, et si vous voulez pas lire les rapports annuels, n'investissez pas en bourse. Voilà, ça c'est le premier point. Il n'y a pas d'inconvénient à se baser sur les rapports annuels et de pas avoir, enfin, bon, je ne veux pas dire, enfin, bon. Disons, voilà, lire les rapports annuels, de préférence investir dans des secteurs que vous connaissez, parce que là Mhm. vous avez un avantage compétitif. Euh, Et après, faire des ratios, hein, c'est-à-dire tout le monde est capable de diviser un bénéfice par des fonds propres. Mhm. Et si c'est élevé, bon, le marché est à 9, si vous êtes à 15, vous êtes sur une belle société. Après, vous pouvez calculer un price earning, c'est pas compliqué non plus. Mhm. Euh, et en achetant des titres pas chers, normalement, vous répartissez les risques, c'est-à-dire vous essayez de faire une quarantaine de valeurs. Et là, voilà, normalement, vous allez gagner de l'argent. Enfin, quand je dis gagner de l'argent, vous allez battre l'indice de référence. Voilà. Mhm. Alors, on va peut-être terminer par cette question de Ludovic et des entreprises qui ont pas mal de cash avec la remontée des taux actuels. Donc, ce cash pourrait être placé, notamment sur des comptes à terme, etc. Est-ce que ce serait pas bien pour justement choisir ces valeurs-là? Ouais, moi, j'aime pas trop. Bon, c'est un petit. Bon, actuellement, c'est un petit boost sur un certain nombre de sociétés. Bon, Mhm. genre Bourse Directe, pour ne pas les nommer. Euh, mais pour être clair, j'aime pas trop les sociétés qui ont du cash. Je préfère les sociétés qui investissent, quoi. Bon, c'est quand D'accord. même mesquin de gagner 3%. Ok, bon, bah, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, j'ai vu qu'il y avait des questions déjà, comment devenir analyste, etc., etc. Bon, ben là, il y a de toute façon, il y a les études, bien évidemment. Après, il y a l'ASFAS. Moi, j'avais commencé justement l'ASFAS. Il y en a Voilà. d'autres, hein. À la SFAF, il y a Voilà. très peu, enfin, c'est assez bizarre. Enfin, bon, ça a peut-être changé. Moi, je suis trop vieux pour ça. Ben Mais il n'y moi, avait ben moi, pas je l'ai fait il y a très énormément de longtemps. formation à la bourse au sens large, c'est-à-dire l'analyse financière ou gérant. Il y a enfin, pour moi, il y a peu d'universités qui donnaient des formations sur ce sujet. Non, ben après, bon, là, on est complètement hors sujet, hein, mais s'il y a il y a des M2, il y a des troisième cycles et des DESS à Dauphine, et puis à d'autres hein, qui Voilà. Il y a permettent de. Dauphine, effectivement, qui. Voilà. Ensuite, si gestion de portefeuille ou gestion de patrimoine, il y a les SK à Paris. Moi, j'ai fait à l'époque le troisième cycle, mais c'était pas du tout gestion de patrimoine, c'était trading. Donc là, c'est une autre partie hein, des métiers, c'est des métiers complémentaires. Voilà. Après, voilà, je peux pas. Est-ce que vous auriez un livre comme ça pour Alors débutants? moi, je Voilà, vous conseille le livre que j'adore, mais il est en anglais. oui. C'est The Little Book The of Little Book. Behavioral Investing. D'accord. Voilà, c'était encore pour répondre.
Et sinon, en France, ouais, en français, il n'y a pas grand-chose, en fait. Non. Non, il y a- Il n'y a pas de livre sur la value, sur tout ça, non? The Intelligent Investor, je pense, n'a jamais été Oui, ça, vous traduit. l'avez signalé tout à l'heure. Oui, mais je pense pas qu'il ait été traduit. Mm. Euh, non, en fait, honnêtement, je pense que j'ai une belle bibliothèque sur la gestion, mais pratiquement rien en français. Mm. Donc, effectivement, The Little Book of Behavioral Investing, c'est bon. Euh, et surtout, honnêtement, bon, j'avais lu beaucoup sur l'analyse comportementale Mm. et tout est dans ce petit, ça y est, c'est un résumé fabuleux. Mm. Euh, moi, j'aime beaucoup le livre de O'Shaughnessy, qui est What Works on Wall Street, qui est un peu démodé parce qu'il s'arrête en 2003, et qui montre, enfin, c'est assez simple, toutes les stratégies que vous pouvez suivre pour gagner de l'argent en bourse et quelles sont celles qui marchent, celles qui ne marchent pas. Euh, je pense qu'avec un minimum d'anglais, on arrive à suivre. Mhm. Euh, Et le premier mais livre, c'était The Little Book, c'est ça? De qui? oui, The Little Book of Of Behavior. Ouais, Behavioral Investing. d'accord. C'est Voilà. Montier qui l'a écrit. Alors par contre, comment Montier s'écrit, je ne sais pas très bien. Ça doit Bon, être je pense que la personne qui a Montioz. posé la question trouvera sur Internet, il n'y a pas de problème, on a répété le nom. Bon, bah, écoutez, je vois que il est 16h13, hein, ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, William, ou... Non, non, bah, je vous remercie de m'avoir écouté si longtemps, mais Non, non, mais il y a eu bon beaucoup de courage. questions sur la value, sur les fonds, sur voilà. Donc n'hésitez pas ben, sur le site Bourse Direct. Et je vous rappelle, c'est dans l'onglet marché, dans OPCVM. Voilà. Et puis vous pouvez par exemple aller sur France Mall, vous cliquez dessus. Voilà. Donc ce sont des fonds, là, donc notamment celle-là, 0%. Excusez-moi, le droit d'entrée. Donc Oui, alors, voilà, la oui, parce que j'ai souscription. piqué des particuliers, en fait. À un moment, je voulais investir chez mes concurrents parce que je suis un peu trop concentré. Hmm. Et il y avait des frais de souscription de 4% et je m'étais dit, c'est quand même dur. Oui. Et comme on n'avait pratiquement pas de particuliers, je m'étais dit, nous, on va faire à zéro. Mais voilà, donc ça fait partie de ce qu'on appelle nos fonds 0%, hein, voilà. Alors juste pour les gens qui sont en ligne, vous avez vu pour la souscription, si vous passez l'ordre avant 10h35, il me semble, hein, que l'ordre du coup ce sera avec la valorisation, la valeur du jour. Par Ouais. contre, après 10h35, ce sera la valorisation de demain, voilà, tout simplement. D'accord? Voilà, voilà. Vous avez ici tout en bas le détail du fond, avec ici, je pense, c'est les principales lignes tout en bas. Tout à l'heure, disait, mais qu'est-ce qu'il y a comme ligne dans le fond? Je crois que tout est là. Vous voyez, les 10 premières lignes du Là, vous portefeuille. avez les 10 premières. Voilà, voilà, Et si d'accord avec. vous allez Voilà, sur le site et dans les rapports mensuels, on donne tout, en fait. voilà, voilà. Et puis sinon, vous allez directement sur le site hein, sur vous, Voilà. c'est Independence AM. Écoutez, merci beaucoup à tous les auditeurs, auditrices. Merci d'avoir pris du temps pour écouter William. William, Merci de m'avoir écouté. voilà, William, je vous souhaite Bonne- une excellente après-midi, peut-être à une prochaine fois. Et puis, merci encore. Merci, au revoir. Allez, au revoir, à bientôt. Au revoir.